Je me suis demandé pourquoi ils m'ont mis en premier. Alors là, je me suis dit, ben, c'est pas parce que je suis plus intéressant que les autres, là, ça n'a pas rapport. Je me suis dit, dans le fond, ça prend quelqu'un pour être jeté dans la fosse aux lions. Puis, ils ont fait comme les Romains, ils ont pris le chrétien, puis ils l'ont jeté dedans. Donc, il est spirituel, lui, il va se sacrifier pour les autres. Donc, c'est correct. J'ai dit, OK. Là, tant qu'à être le premier, tant qu'à lancer le bal, je me suis dit, je vais essayer de le faire de façon canon. Moi, j'ai l'habitude de toujours lancer quelque chose dans l'audience quand je commence mes présentations. La dernière fois, j'avais lancé des fleurs. Je ne lance pas de tomates, je ne fais jamais ça, parce que sinon, je vais en recevoir. Là, je vais vous lancer une question. Je vais vous lancer la plus grande question que l'humanité se pose, en fait que l'être humain se pose depuis qu'il est conscient de lui-même. Qui suis-je? C'est une grande question, mais elle est courte, seulement 3 mots, mais elle est très puissante. Qui sommes-nous véritablement? Sommes-nous des êtres biologiques pourvus d'une conscience évoluée? Ça, c'est ce que Darwin nous dit. L'évolution nous a menés à ça. Ou sommes-nous des êtres conscients qui vivons une expérience terrestre et qui sont dans un corps biologique? C'est 2 choses complètement différentes. Les neurosciences nous disent que l'esprit humain provient du fonctionnement du cerveau. Et on a des tonnes de preuves de ça. Si on regarde les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, on le voit bien, ces gens-là perdent leur identité. Ils perdent le contact avec les autres. Ils s'évanouissent, ils disparaissent. Donc, c'est vrai qu'on est le produit du cerveau. Mais est-ce qu'on l'est totalement? Et est-ce qu'on l'est uniquement? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, c'est une question que je me pose depuis bien longtemps dans ma vie. Et je vais vous expliquer d'où est-ce que je viens avec ça. Inquiétez-vous pas, là, je ne me suis pas vu au-dessus de mon lit. Je ne suis pas parti dans un tunnel. Je n'ai pas vu de lumière au bout, puis je n'ai pas vu ma grand-mère m'accueillir les bras ouverts en me disant « Mon petit gars, je m'ennuie, je suis ennuyé de toi pendant des années. » Il n'y a rien de ça. Rien de ça. Je suis juste un gars qui se questionne depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune. J'avais 10 ans, puis j'allais en camping et je regardais dehors les étoiles, le ciel, la nuit. Et je me disais, cet univers-là, il est fantastique, il est incroyable, il est complexe. D'où est-ce que ça vient? Et je me suis questionné aussi sur l'être humain en général, le génie humain. Comment ça se fait que cet univers-là a amené l'espèce Homo sapiens à un point autant évolué qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de créer des choses fantastiques? Alors tout ça, moi, je me disais, ça ne se peut pas que ça vienne juste d'un organisme biologique. Il doit certainement avoir autre chose en dessous de ça. Il me semble qu'il manque un chaînon là-dedans, à quelque part. Alors moi, je veux l'étudier sur le point de vue des neurosciences. Et si on regarde la science, typiquement, l'être humain a été pris en charge par certaines disciplines sociales. Et entre autres, la question de spiritualité, elle est devenue la propriété des religions. C'est normal, parce que les prophètes sont arrivés ici et ils nous ont dit qu'il y avait autre chose ailleurs. Donc, la religion s'est appropriée de tout ça. Il y a des gens qui ont parti des religions, puis là, la spiritualité, c'est une question de religion. Et moi, je veux revenir à la science, parce que la spiritualité de nos jours, c'est plus qu'une question de religion. Je crois que c'est plus une question personnelle, une question identitaire, une question humaine avant tout. Puis que maintenant que les religions se font secouer parce qu'avec la science, il y a des nouvelles choses qui arrivent, la science donne des explications, la science nous permet de comprendre le fonctionnement des choses. Alors je me dis, on a un peu troqué la religion pour la science, puis la science est devenue un petit peu notre Bible. Alors pourquoi ne pas partir de la science pour étudier la question de la spiritualité? C'est intéressant comme point de vue, mais, tout de suite un blocage, la science ne s'intéresse pas aux choses immatérielles. La science s'intéresse aux choses factuelles, aux choses matérielles. OK, c'est correct. Mais les neurosciences, elles, s'intéressent à l'être humain. Les neurosciences s'intéressent au fonctionnement du cerveau, mais au fonctionnement de l'être humain et au fonctionnement de l'esprit humain. Alors, les neurosciences font partie de la science, mais peuvent nous aider à expliquer l'être humain, puis expliquer peut-être la question de la spiritualité. Alors, c'est une piste intéressante,
Puis il y a un nouveau domaine qui se développe à l'intérieur des neurosciences qui s'appelle les neurosciences de la spiritualité. Puis moi, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec un monsieur qui s'appelle Mario Beauregard, qui est un chef de file en matière de neurosciences de spiritualité à travers le monde. Et ce monsieur-là, ben, il reste à Montréal, au Québec, à Montréal. J'ai passé un après-midi avec lui, puis c'était fantastique. Moi, j'ai vraiment trippé, là, vraiment solide. Puis on n'a rien pris, on a juste parlé. Alors, je vais aborder cette question de spiritualité à partir des neurosciences. Maintenant, avant de commencer et de se lancer dans le vide, se lancer dans le cosmos, vers l'au-delà avec notre habit de cosmonaute, notre habit de scientifique, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi l'expérience spirituelle. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les rois mages? Est-ce que c'est le petit Jésus? Parce que là, c'est le mois du petit Jésus, là, on est en décembre. Donc, on va regarder plus en détail c'est quoi. Typiquement, l'expérience spirituelle, c'est une expérience d'intériorité. Mais c'est une expérience où l'individu sent qu'il est beaucoup plus que sa coquille, où l'individu va plus loin que ça. Donc, il y a une notion de présence là-dedans, une présence intérieure très grande, immense, qui dépasse le contexte de l'individu. Il y a une notion aussi de conscience, une prise de conscience que la personne est plus que juste le petit jeu mental qu'il s'est créé à partir du moment qu'il était tout petit jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a aussi beaucoup d'amour. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'amour. L'amour envers soi, mais l'amour aussi envers l'humanité. Ça déborde de notre personne dans une expérience spirituelle. La notion d'unicité. On fait un avec tout. Tout est un, tout est interrelié. Il y a aussi beaucoup de sentiments de paix, de sérénité, de joie. Alors, c'est ça l'expérience spirituelle. Puis on va la décortiquer. Bon, je parlais de science tout à l'heure. La science s'intéresse aux choses matérielles. Oui, c'est vrai. Mais est-elle aussi matérielle qu'on pense? On remet en question ces choses-là, grâce à la physique quantique. Premièrement, l'atome, qu'on croyait être très matériel, l'atome qui est à la base de tout ce qui est ici, tout ce qui est fait matériellement, eh bien, cet atome-là n'est pas si matériel qu'on pensait. L'atome, en fait, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie empaquetée dans une forme. E égale mc2, Einstein disait. Le lien entre la matière et l'énergie, c'est la lumière. C'est drôle parce qu'en spiritualité, on parle souvent de lumière aussi. Petite parenthèse comme ça. En fait, l'atome, c'est des petites boules d'énergie. C'est comme mes enfants, des petites boules d'énergie. C'est la même chose. C'est mes petits atomes, les enfants. Aussi, les constituants de l'atome, quand on regarde les sous-particules des atomes, on s'aperçoit que ces particules-là n'existent pas réellement en tant que telles, physiquement. Elles ne sont pas définies dans le temps et l'espace. Elles occupent une probabilité d'existence alentour du noyau. Donc, des fois, elles se manifestent comme des particules, puis des fois même comme des ondes. On appelle ça la dualité. Donc, même cette matière-là, dans l'infiniment petit, quand on la regarde, on voit qu'elle n'est peut-être pas autant matérielle qu'on pense. Il y a un monsieur ici que vous voyez qui s'appelle Niels Bohr, ça a été l'instigateur de la physique quantique. Lui-même l'a dit que, et je vais vous le traduire, tout ce qu'on croit réel est fait de choses sous-jacentes qui ne peuvent pas être appelées réelles. Un autre monsieur que j'aime bien parce que c'est un ingénieur, il a une très belle coupe de cheveux. D'ailleurs, lui, il avait probablement des problèmes d'électricité statique dans sa maison. C'est un ingénieur électrique. Nikola Tesla, on lui doit une grosse partie de notre société aujourd'hui. Lui-même disait que l'univers, pour le comprendre, il faut penser en termes de vibration, en termes de fréquence, en termes d'oscillation. Alors moi, en tant qu'ingénieur physicien, je me fie à ce que les plus grands ingénieurs et les plus grands physiciens ont dit. Puis je crois personnellement que l'univers est beaucoup plus subtil qu'on le pense. Changez vos lunettes et il se manifestera différemment. Maintenant, au niveau des neurosciences, on voit aussi que le matérialisme est en train de disparaître. Oui, c'est vrai qu'on est le produit du cerveau, mais il y a des expériences qui nous démontrent que l'esprit peut influencer le cerveau. On appelle ça la neuroplasticité. L'autre jour, j'en parlais à ma petite fille, puis elle me disait « Ah, papa, on va sortir de la plastine, puis on va faire des cerveaux? » J'ai dit, Élodie, tu as tout compris. C'est exactement ça, la neuroplasticité. C'est la possibilité de prendre notre esprit puis de façonner notre cerveau à partir de notre esprit. Et ça, c'est très concret, c'est très réel. L'effet placebo le démontre. Ils ont fait des recherches avec des antidépresseurs et tout ça. Les gens qui prennent un placebo versus un antidépresseur ont des effets sur leur cerveau chimiques et neurologiques et neurosystémiques.
Même chose au niveau de la méditation. Ceux qui font beaucoup de méditation, on voit des changements importants dans le cerveau au niveau de la structure du cerveau. Et ceux qui font des thérapies cognitives, c'est la même chose. Tous ces gens-là, à travers d'études, ont été passés dans des scans et on a vu que leur neurostructure elle était différente. Donc, l'esprit peut influencer le cerveau. Mais est-ce qu'on peut dire que l'esprit peut vivre en dehors du cerveau? Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est comme un PC et un logiciel. Le logiciel a besoin du PC pour fonctionner. Les deux fonctionnent en synergie. Est-ce que l'esprit peut fonctionner en dehors du cerveau ou bien ça prend cette synergie-là pour fonctionner? C'est une grande question. Ce n'est pas une question qui se répond facilement non plus. On va regarder ce que la médecine dit de ça. Les expériences de mort provisoire. Là, je ne parle pas de mort imminente, je parle de mort provisoire. Des gens qui sont morts pour de vrai, cliniquement, le cœur arrête de battre, le cerveau est flatline sur le plan cérébral, il n'y a plus rien. Puis ces gens-là sont réanimés par la suite. On a un certain nombre de minutes pour les réanimer avant qu'il y ait un bris là, au niveau de la structure cellulaire. Il y a aussi des opérations qui appellent cardiac standstill. Ils prennent les gens, ils font un arrêt cardiaque, ils plongent leur température corporelle à 60 degrés. Ils font l'opération, ils réaniment 2 heures après. Ces gens-là, ils reviennent avec des histoires. Puis là, je ne parle pas d'histoires comme ils ont vu un tunnel, ils ont vu une lumière et ils ont vu leur grand-mère au bout. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui ont décrit des choses très factuelles, des choses alentour de la salle d'opération. Le médecin a dit telle chose. L'infirmière a pris tel instrument. Ils ont fait telle chose sur moi. Comment expliquer ça alors que la personne elle était complètement arrêtée sur le plan cérébral? Ça, c'est assez déroutant. Puis présentement, il y a des études qui se font très sérieuses pour essayer de comprendre ce phénomène-là, puis voir s'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. Je ne peux pas vous dire que oui ou non, on n'est que le produit de notre cerveau. Par contre, on a des pistes intéressantes. Il y a des éléments qui tendent à me démontrer qu'il y a possiblement plus, mais on attend des preuves scientifiques. Et je crois personnellement, pour suivre les neurosciences depuis 10 ans, que les prochaines années, disons les prochaines 20 années, vont révéler beaucoup de choses intéressantes sur la conscience humaine, en lien avec le fonctionnement cérébral, mais pas juste ça, la conscience humaine en général, ou la conscience de l'être, la conscience de l'esprit. Pour terminer, j'aimerais vous amener sur une piste de réflexion. Si on pouvait obtenir une réponse définitive, une véritable réponse scientifique, sans l'ombre d'un doute, parce qu'on a tous un petit doute, on ne sait pas à 100% si on va passer le cap de la mort. Il y en a qui disent que oui, mais qui c'est qui peut le dire, là? 100% certain puis le prouver, là, personne ne peut faire ça encore. Si on trouve une réponse dans les X prochaines années là-dessus, puis que la réponse, elle est oui ou elle est non, comment vous envisageriez votre vie suite à cette réponse-là? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie concrètement? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Si la réponse est oui, est-ce que vous dites, ça ne vaut pas la peine de s'écœurer ici, on va aller de l'autre bord, on aura plus de fun? Ou si la réponse est non, pourquoi on se fait écœurer ici? De toute façon, il n'y a rien après. Ça dépend comment on le voit. On peut le voir complètement de l'inverse aussi. Mais qu'est-ce qui changerait aussi sur le point de vue social? Qu'est-ce qui se passerait dans la société? Comment les gens réagiraient à ça? Qu'est-ce qu'on verrait comme changement de structure sociale ou dans nos interactions avec les autres? Et quel changement on verrait au niveau de notre évolution en tant qu'humain? Quelle nouvelle direction peut-être on pourrait prendre? Alors, c'est toutes des questions très intéressantes à se poser et j'aimerais bien les analyser avec vous, ces questions-là, une par une, à la pause ou au 5 à 7. Ça va me faire énormément plaisir. Je conclue là-dessus, puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.